Donc, merci beaucoup aux trois présentations qui nous ont précédés. Alors, nous, je dois vous dire, à la lumière de ce que j'ai entendu, on est quand même à contre-courant. Nous, on est allé complètement sur le terrain avec les acteurs. C'est le genre de recherche que j'aime de toute façon faire. Donc, la présentation, elle est évidemment faite en collaboration avec deux de mes collègues qui sont ici. Donc, Isabelle Martin, qui est spécialiste en droit des affaires, droit corporatif, et Francisco Villanueva en droit international. Et c'est un Péruvien d'origine, donc on a eu la chance d'aller faire du terrain ensemble au Pérou directement avec cette très fine connaissance qu'il a du droit et des acteurs. Donc, merci beaucoup. On avait annoncé que c'était une étude de cas. Je dois vous dire que, de précision d'emblée, on doit retourner sur le terrain. Donc, la sabbatique, ma sabbatique, celle d'Isabelle, nous sert à terminer le terrain pour ce projet. Donc, on a plutôt laissé place à une analyse critique des obstacles à la mise en place d'un contre-pouvoir syndical au Pérou. Donc, vous parliez tout à l'heure des nouvelles frontières d'efficacité des accords cadres internationaux. Nous, la prémisse de base, on souhaitait, comme j'ai étudié dans le cadre de ma thèse de doctorat, la construction d'une coalition syndicale internationale dans le secteur des mines. Donc, j'avais fait à l'époque du terrain au Pérou, au Chili, au Canada. Cette étude, donc, s'inscrit dans le sillage de ces réflexions et ce qu'on souhaitait faire au départ, au moment de déposer une demande de subvention sur cette thématique, c'était de voir en quoi les coalitions syndicales hétérogènes, donc qui ne regroupaient pas uniquement des acteurs du monde syndical, pouvaient permettre à des acteurs, donc, sur place, qui opéraient dans des sociétés multinationales de capital canadien au Pérou, de pouvoir se saisir de sources juridiques multiples pour justement mettre en place un contre-pouvoir syndical incisif face à des multinationales de chez nous. Et notamment avec pour trame de fond que le Pérou a signé un traité de libre-échange en 2008 avec le Canada et que cet accord-là, ce traité est serti d'un accord de coopération en matière du travail. Donc, il était de notre intérêt d'aller voir comment les acteurs se saisissaient d'une pluralité de sources juridiques sur place et de voir est-ce que l'accord de coopération donnait quelque chose, etc. Donc, et évidemment, les normes nationales, etc. Je dois vous dire qu'il y a eu plusieurs objets juridiques non identifiés, donc dont l'accord de coopération en matière du travail. Le cas du Pérou est intéressant parce que les conventions de l'OIT font partie du bloc constitutionnel, donc font partie des références quotidiennes des syndicalistes au moment de négocier, leur permettent justement de niveler à la hausse les critères auxquels ils font référence au moment de négocier leurs conditions de travail. Donc, une quarantaine d'entretiens au Pérou, pas loin de 30 au Canada. J'ai inclus la phase de collecte de données que j'avais faite en 2016 aussi, nonobstant les données de la thèse. Donc, on vous fait je vous dresse un portrait très... Je n'ai pas regardé là. Fais-moi signe pour qu'il reste au moins la moitié du temps, s'il te plaît. J'ai peur de parler trop longtemps. Il y a énormément de choses à dire. Donc, un peu le contexte minier au Pérou, les questions qui sont liées à la régulation justement des enjeux socio-environnementaux, les enjeux humains liés aux conditions, en fait, aux activités d'exploitation des sociétés minières en général au Pérou, les obstacles, donc les lignes de fracture ou fragmentation qui rendent difficile la création d'un contre-pouvoir syndical face à l'industrie, face aux grandes minières de l'industrie. Puis par la suite, un retour sur la RSE dans la mesure où cet accord de coopération ou les normes juridiques, je vous dirais, strictes font aussi partie du corpus auquel font référence les syndicats au moment de négocier. Donc, what's in it for unions? Donc, qu'est-ce que peuvent soutirer les organisations syndicales au moment, justement, de tenter de créer ce contre-pouvoir? Puis, retomber, je vous dirais, les pistes de réflexion, pourquoi on a souhaité collaborer en tant que spécialiste en relations de travail et juriste pour justement mieux comprendre les problématiques en jeu. Je ne veux pas m'attarder très longtemps, simplement vous rappeler l'importance stratégique du Canada dans le secteur minier. En passant, il n'y a aucun accord cadre international qui est en vigueur dans le secteur. Il y a eu Anglo Gold Ashanti il y a plusieurs années. L'accord n'a pas survécu très longtemps. Et je dois vous dire aussi que c'est pour avoir fait un entretien avec quelqu'un d'Industrial pendant plus de 2 heures, le principal négociateur dans le secteur. Ce n'est pas une industrie qui est très friande de dialogue social, c'est une industrie très dure dans ses pratiques, notamment
dans ses pratiques au moment de négocier. Donc, même après avoir fait des entretiens avec des syndicalistes d'ici, on envoie les plus aguerris négocier, on n'envoie pas les plus verts négocier des conditions de travail dans ce secteur. Le Pérou est un joueur très, très important, un des premiers producteurs d'or, deuxième de cuivre, etc. Et c'est un pays de tradition minière, un pays où 20% de son territoire fait l'objet de concessions minières. Et c'est un pays, au cours des dernières années, où je dois vous dire, il y a eu beaucoup, beaucoup de mobilisations sociales, mobilisations collectives qui se sont dressées autour des questions environnementales et où nous n'avons pas vu l'acteur syndical prendre les devants de ces mobilisations collectives. Donc, notre prémisse de base où on pensait que l'acteur syndical serait la locomotive des mobilisations collectives ne s'est pas avéré, ce qui était très, je vous dirais, très révélateur pour nous dans cette prémisse. On souhaitait s'interroger comment le mouvement syndical, les organisations syndicales en arrivent à chapeauter des efforts de mobilisation collective dans le cadre de coalitions en faisant usage de sources juridiques multiples. Alors, deux prémisses fondamentales de notre projet se sont avérées fausses. Donc, nous avons dû rediriger notre tir sur un plan analytique quant à est-ce que cet accord de coopération est vraiment un outil à la portée des syndicats dont ils font usage dans leur quotidien au moment de négocier des conditions de travail, etc., puis les niveler à la hausse dans un contexte de chaîne multinationale, donc dans une éventualité où il pourra en arriver, si ce n'est pas à signer un accord mondial d'entreprise, à tout le moins d'arriver à négocier des conditions de travail sur une base transnationale, et aussi quant à leur capacité de générer un agenda programmatique qui viendrait justement impulser un agenda transversal, inclusif, qui viendrait rallier une diversité d'acteurs au moment de protester socialement. Il y a des enjeux très sévères. L'industrie fait face notamment à des enjeux en termes de santé et sécurité au travail, beaucoup d'intimidation et de répression au Pérou. Je vous donnerai une carte tout à l'heure qui a été produite par la Confédération syndicale internationale. C'est un pays qui se classe numéro 4, donc où c'est dangereux, vous le faites à vos risques et périls de l'action syndicale, et où il y a une diversité de main-d'œuvre, où les 2/3 des effectifs miniers sont des travailleurs qui sont embauchés sur une base contractuelle, que ce soit par la voie des agences de placement ou de la sous-traitance. Les agences de placement, je ne pourrais pas, les subtilités derrière le régime, je vous dirais, les contrats à durée déterminée, c'est complexe. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps parce que le temps file, mais néanmoins, ça rend très difficile la capacité de créer un front commun à l'échelle syndicale dans le cadre d'une chaîne transnationale. Donc, vous voyez, le Pérou est classé 4e. Particularité, je vous dirais, du mouvement syndical, puis je vais accélérer autant que possible. Je vous dirais, le Pérou s'inscrit dans une tradition syndicale qui est en ligne avec ce qu'on retrouve en Amérique latine. Donc, une relation de proximité forte avec l'État. On parlait de dialogue social tout à l'heure, vous avez beaucoup insisté là-dessus. C'est mal vu, le dialogue social, pour plusieurs organisations syndicales, pour ne pas dire la totalité des organisations syndicales dans l'industrie en particulier. La Fédération minière est une organisation, la principale, la plus forte encore aujourd'hui, malgré toutes les faiblesses qu'elle éprouve, qui a un discours de classe. La principale confédération, la CGTP au Pérou aussi. Donc, ce sont des syndicalistes qui sont encore dans une rhétorique, je dirais, structuraliste, marxiste. Donc, arriver avec des questions de dialogue social, pour eux, ce serait on les considérait comme étant des syndicats jaunes, amarillos. Donc, ça renforce la difficulté d'aller dans la veine que vous avez soulignée. Cependant, au Pérou, je vous dirais, c'est un corporatisme d'État qui est ambigu, peut-être plus critique que ce qu'on peut retrouver au Pérou, au Venezuela, au Mexique, au Venezuela. Donc, il y a eu pendant plusieurs années l'échange de privilèges syndicaux, de droits sociaux. L'État était friand d'obtenir la stabilité politique et la loyauté des syndicats au moment d'impulser des mesures qui pouvaient assurer justement un meilleur développement économique dans le pays, avec la politique de substitution des importations qui a été en vigueur pendant plusieurs années. Une expansion du mouvement ouvrier, du mouvement syndical dans les années 70, qui était principalement attribuable à un contexte politique économique très particulier. Donc, les syndicats étaient des instruments de mobilisation politique, de contrôle social à cet égard-là, mais néanmoins subordonnés dans une grande mesure aux orientations de l'État, ce qui fait en sorte que quand il y a eu explosion, ou je vous dirais fragmentation du mouvement, du mouvement syndical par la suite, notamment avec la promulgation de différentes mesures par Fujimori dans les années 90, on est resté face à des organisations syndicales dont la cible première au moment d'exercer leur fonction de représentation était de cibler l'État
pour tenter justement d'aller infléchir ou d'aller, je vous dirais, de mobiliser socialement les troupes pour faire en sorte qu'on puisse avoir un rapport de force amélioré. Ce qui rend, je vous dirais, la dynamique particulière à l'heure actuelle en termes de représentation. On les qualifie dans certains cas de figure d'institutions zombies. Et il y a eu quand même je vous dirais, un affaissement de la capacité de déclencher des grèves du côté des organisations syndicales pour différentes raisons sur lesquelles je peux malheureusement pas m'attarder, mais on parle d'à peu près 10% des grèves qui arrivent à se déclencher. Plusieurs organisations syndicales incapables de négocier un contrat de travail. Une culture de cotisation syndicale qui est problématique. On est face à des organisations syndicales qui n'ont pas beaucoup de ressources financières. Donc, ce qui rend l'exercice difficile. J'ai pris combien de temps? Il reste 5-6 minutes. Pour laisser la place à elle? À la présentation. OK. 3 lignes de fracture. Je vous dirais, on a 20 minutes ou on a eu 15 minutes? On a combien de... Oui. OK, parfait. 3 lignes de fragmentation, puis pour expliquer la difficulté de la part des acteurs de se saisir des différentes sources juridiques à leur portée, potentiellement à leur portée, puis de faire usage de la RSE. Puis je vais très, très rapidement pour te laisser de la place sur la RSE pour pouvoir conclure quand même, avoir notre, comme on dit dans le jargon, le so what. Multiplicité de statuts d'emploi, donc autant des travailleurs permanents que des travailleurs sous contrat à durée déterminée, donc ce qui rend l'exercice difficile pour générer de la cohésion, avoir un mouvement syndical qui soit en mesure justement d'avoir une force de frappe, une capacité de négociation collective unifiée, tant au sein d'une même entreprise qu'au sein de l'industrie en tant que telle. Une image, une réputation qui est problématique aussi au regard de différents enjeux. Difficulté au vu des divisions à l'interne, tant au sein des organisations syndicales que face à des organisations de la société civile, de faire front commun quand il y a des mobilisations collectives qui se posent à l'encontre des compagnies minières. Destruction du tissu social dans plusieurs cas de figure parce qu'on embauche, ce sont des sites d'exploitation qui sont en haute altitude, donc on embauche les travailleurs très qualifiés à l'extérieur des communautés locales et on réserve les travaux, les emplois moins qualifiés aux travailleurs des communautés, ce qui rend difficile la possibilité pour les syndicats de générer un agenda unifié au moment de négocier ou de simplement tenter d'impulser une coalition sur des enjeux qui seraient plus transversaux en matière de santé et sécurité au travail. Et difficulté aussi pour ce qui est au moment de générer non seulement la cohésion entre les acteurs, mais d'identifier l'altérité, difficulté à identifier qui est l'interlocuteur valable sur un plan pour ce qui est de l'employeur et d'aller saisir justement l'acteur qui est capable, qui est véritablement investi dans le mandat en termes de négociation. Donc l'accord, ce qu'on peut dire, très peu de connaissances chez les acteurs qu'on a rencontrés, à la fois de la responsabilité sociale des entreprises. Plusieurs ont tourné cet objet frontière-là en grande dérision. Partout où on est allé, je dois vous dire. Et pour ce qui est de l'accord de coopération en matière du travail, certains nous ont indiqué avoir dû vérifier la veille de l'entretien ce dont il s'agissait, à tel point ce n'était pas un texte qui était déterminant dans l'exercice de leur fonction. Vas-y. C'est bon. Mais juste pour rajouter sur comment la RSE, elle est périphérique à tout ça, même les consultants en RSE, lorsque je leur disais, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me parliez de la RSE, ils disaient, I don't like that term, I would rather talk about sustainability issues. Alors, même les gens qui sont engagés par l'employeur pour faire ce que nous, on dit de la RSE, ne veulent pas utiliser le mot. Donc, mot tabou, à quoi est-ce que ça sert? Premièrement, tantôt je vous écoutais sur le reporting, comment vous disiez que les accords cadres mettaient en place, permettaient de la mise en place d'outils de reporting plus performants. Ben, dans le secteur minier, le reporting, évidemment, pour la RSE, c'est le mécanisme par excellence. Mais dans le secteur minier, seulement 24% des accidents qui résultent dans la mort d'un ouvrier sont rapportés. 12% quand quelqu'un ne meurt pas sont rapportés.
Et face à ça, on a des syndicats dont Mélanie vous a montré la fragmentation, le manque de ressources, qui ne peuvent qu'arriver qu'avec des anecdotes. Et ça a l'air anecdotique, ça a l'air local. Et là, on voit à une assemblée d'actionnaires le PDG interpellé pour une mort qui dit « Ah oui, mais ça c'est dans tel pays, vous savez, je ne peux pas contrôler toutes les conditions du Sud. » Alors, il y a un manque d'imputabilité au niveau juridique. Bien, les juristes dans la classe qui sont juristes canadiens, et nous n'avons pas la loi sur le devoir de vigilance au Canada, nous avons simplement une jurisprudence faiblarde, si elle existe, concernant le devoir de vigilance, mais René-Claude pourrait vous en parler. Donc, un problème aussi de dialogue qui ne veut pas dire la même chose pour les interlocuteurs. Si on parle au syndicat, on dit il n'y a pas de dialogue, ils ne nous écoutent pas. Si on parle à l'employeur qui vient de se faire interpeller vertement à une assemblée d'actionnaires, il dit « This is so great, we're having this dialogue here. » Alors, quand vous disiez que pour avoir un dialogue, ça prend une information, ça prend qu'on puisse agir sur une information commune. Bien, on voit le monde qui sépare les accords cadres internationaux des entreprises minières. On n'est pas là. Alors, ça sert à quoi? Donc, et je pose la question à des syndicalistes qui s'en vont à une assemblée actionnaire. Donc moi, oui, je suis une spécialiste en droit des affaires. Alors je dis, ah, c'est intéressant, est-ce que vous déposez une résolution? Combien d'actions vous avez en vos mains? Il dit, non, non, on va manifester dehors de l'assemblée. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Considérant qu'il n'y a aucun outil efficace, aucun mécanisme performant. Et je leur pose la question, mais pourquoi vous allez là? Mais pour les achaler. Pour les achaler, pour être sûr qu'eux savent qu'on est là, pour montrer que le CEO, il nous voit, il me voit, il voit que nous sommes unis, il voit qu'il viole notre dignité. On sent une possibilité d'union face à la fragmentation. Et là, vraiment, là, je ne vais vraiment pas vous dire que c'est la solution, c'est pas du tout ça. Mais la petite lueur, la petite utilité minime de la RSE ici, c'est de fournir un véhicule d'union. Union d'abord de ceux qui manifestent, la Fédération syndicale et les syndicats locaux et les ONG et Amnesty International. Union parce que nous sommes tous des parties prenantes. Très difficile à obtenir. Cette union-là, elle est vacillante. Elle prend, bon, évidemment, tout un outillage syndical qui n'est pas nécessairement présent, mais une possibilité d'union. Union aussi même avec les actionnaires. Vous, en tant qu'actionnaire, regardez, vous êtes aussi une partie prenante et vous êtes en train de voir ce que la compagnie fait. Donc, une tentative de créer un nous commun. Deuxième possibilité de mobilisation, la RSE parle en termes de principes, d'idéaux, de dignité, santé, sécurité au travail, des principes qui peuvent être mobilisateurs, qui peuvent créer un message commun. Donc, cette possibilité-là. Troisième, créer un adversaire commun, identifier l'adversaire. Mélanie vous a montré le schéma d'une entreprise. On peut dire, on ne peut même pas parler d'un groupe minier parce que les entreprises minières se mettent 3-4 pour développer un site. C'est impossible de cibler un groupe. Alors, l'idée, c'est de créer un eux autres. Ils vont nous voir, ils vont savoir qu'on existe. Et c'est à travers cette création d'une commune identité, commun langage et d'un commun adversaire qu'il y a une très, très légère opération, utilisation de la RSE par la banque. Mais pour que cela fonctionne, la seule chose que ça prend, qui est très difficile à obtenir, c'est la mobilisation. Mélanie, je te laisse le mot de la fin. Oui, c'est... Ah oui, ça c'est... Oui, j'ai pris La une photo, mobilisation. on n'était pas présente, donc on est allé voir le tapage qu'il faisait. Et donc, vous avez compris qu'on on a élargi le tir, donc on est allé bien au-delà de l'accord de coopération en matière du travail. On s'est aussi interrogé non seulement sur les coalitions, mais la capacité des syndicats de dresser des stratégies de façon plus large et de se saisir de tous les outils à leur portée pour créer cette cohésion-là, ce front commun-là.
cette capacité à créer des nous, justement, de se saisir d'un message transversal qui pouvait faire en sorte qu'il pouvait tenter, tant bien que mal, de saisir une multinationale et de la rendre imputable à plusieurs chapitres et tenter de saisir c'était qui l'altérité, justement. Dans plusieurs entretiens, autant ici qu'au Pérou, ce qu'on s'est fait dire, c'est on a beau avoir tous les outils juridiques en présence, les sources en présence, les textes en présence, ce que vous voudrez en présence, il faut revenir à la base, l'essence de l'action syndicale, puis c'est la mobilisation. Donc, et ça, la mobilisation, il faut être proche de son monde, il faut créer de l'information, de la formation syndicale, il faut chercher justement à définir des objectifs communs entre nous tous. Et ce qu'on a pu observer dans le cadre d'un événement qui a été organisé par une fédération syndicale internationale où on a eu la chance d'être admise parce que c'est très, comment vous dire, c'est une industrie qui est très, comme je vous disais, qui est très chargée de conflictualité, donc n'entre pas qui veut. C'était autour de la santé et sécurité au travail. On a vu qu'il y avait une possibilité de faire dialoguer des Africains, des Canadiens, des Colombiens autour d'enjeux qui avaient de possibles ramifications avec des enjeux qui étaient directement liés à l'environnement, par exemple, qui pouvaient potentiellement toucher les communautés locales. Donc, si on a des travailleurs intoxiqués qui manipulent des produits chimiques extrêmement volatiles et dangereux, ça signifie qu'autour, les communautés locales vont probablement avoir à subir des déversements. Et donc, il y aurait possibilité pour eux de collaborer sur des enjeux très particuliers, de créer une charge émotive, une charge émotionnelle, un leitmotiv qui fera en sorte que, si ce n'est pas par la voie des coalitions, à tout le moins, c'est par la voie de mobilisation collective qui permettrait aux acteurs de se saisir de leur pleine potentialité en tant qu'agent de représentation collective et d'en arriver à faire usage sur le terrain de ce dont vous avez parlé à une très haute échelle, mais de les faire redescendre, ces outils, et de faire en sorte que le local, comme vous parliez tout à l'heure, Marie-Ange, puisse être parfaitement aligné avec ce qui se trame plus haut, mais c'est pas une mince. C'est pas une mince affaire. C'est un travail de tous les jours. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour ce qui est du Pérou, j'ai pas pu les développer, mais les lignes de fracture sont tellement fortes au sein du mouvement syndical dues à des raisons historiques et dues au modèle économique qui a été promulgué au cours des dernières années, qu'on est face à pratiquement une aristocratie du travail pour ce qui est des syndicats qui représentent des travailleurs directement à l'emploi des multinationales. Donc, que faisons-nous des gens qui travaillent dans l'informalité, en contrat à durée déterminée, pour des filiales dont les contrats ne sont pas renouvelés au terme de leur contrat parce qu'ils font l'objet d'une liste noire, etc. Donc, on est très, très, très loin des accords cadres et des grandes conventions internationales de l'OIT. Et il y a une crise des institutions aussi à l'heure actuelle, très forte au Pérou, dont on pourra parler dans la période de questions. Et quand on est allé voir, je termine là-dessus, Marc-Antonin, l'OIT, c'est comment emmener les gens, je fais ce que les autres ont fait, je m'excuse. Comment peut-on amener quelqu'un à dénoncer une situation aussi critique quand il y a une lenteur affichée au sein des instances judiciaires pour mettre en place une dénonciation qui leur permettrait de récupérer leur poste, etc. Écoutez, c'est très complexe. Mais voilà. Merci beaucoup.